Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, la chaîne qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire et son patrimoine. Si chaque quartier a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants. Je vous invite à les découvrir. La rue de la Paix débute place Vendôme et se termine place de l'Opéra. Elle mesure 230 mètres de long et 22,5 mètres de large. Située dans un quartier prestigieux et aisé de la capitale, elle comprend surtout des maisons de haute joaillerie comme Cartier, Van Cleef & Arpels ou Mellerio, des magasins de luxe, des grands hôtels et palaces comme l'hôtel Westminster et le parc Yacht. Sa situation lui valut d'être la rue la plus chère du jeu de société Monopoly, et ce, depuis sa conception en 1935. La rue porte ce nom en mémoire de la signature du traité de paix de 1814, signé entre la France et les grandes puissances européennes après la première abdication de Napoléon Ier. En 1685 est créé à l'avant du rempart des Fossés Jaunes un cours longeant le jardin du couvent des Capucines, aujourd'hui boulevard des Capucines. Le développement du quartier se fait avec la rue de la Chaussée-d'Antin à partir de 1720, puis la rue de Caumartin en 1779. Signé par Napoléon, un décret du 19 février 1806 stipule l'ouverture de la future rue de la Paix entre la place Vendôme et le boulevard des Capucines sous le nom de rue Napoléon. La rue prend son nom actuel le 30 mai 1814. La rue est percée après la destruction du couvent des Capucines. Or, certains personnages célèbres avaient été enterrés dans l'église conventuelle à la suite d'un testament, d'une fondation de messe ou d'un legs. Parmi ces dignitaires, on comptait François-Michel Letellier de Louvois, Louise de Lorraine, veuve de Henri II, Gilbert Colbert de Saint-Pouange, la marquise de Pompadour ou le duc de Créqui, frère aîné du maréchal François de Créqui. Les ossements mis au jour dans le cloître et l'église, lors de l'édification de la rue de la Paix, sont transférés le 29 mars 1804 aux catacombes de Paris. La reine Louise de Lorraine, fondatrice du couvent, est déplacée au cimetière du Père-Lachaise en 1806, puis dans la basilique Saint-Denis en 1817. La rue est terminée sous le règne de Louis-Philippe. La rue de la Paix va servir de lieu de passage pour les différentes délégations étrangères se rendant au Palais des Tuileries. Le réaménagement du quartier autour du Nouvel Opéra de Paris, à partir de 1861, va faire de celui-ci le lieu du commerce de luxe. Au XIXe siècle, elle devient le lieu de prédilection de l'élégance parisienne. Bien qu'elle s'anime dès la Restauration, son heure de gloire sonne principalement sous le Second Empire et la Troisième République, sous lesquels les commerces prodiguent à la société tout le nécessaire au luxe et à l'apparat. De nos jours, la rue de la Paix a un petit peu perdu de son prestige. Les grands couturiers n'y ont plus pignon sur rue depuis quelques décennies. Ils y ont préféré d'autres lieux, comme la place des Victoires. Numéro 1. Emplacement de la maison de haute couture Madame Gray de 1942 à 1988. Germaine Émilie Krebs exerça sous les appellations Madame Gray et Gray. D'abord séduite par la danse, puis la sculpture, Germaine Krebs décide finalement de devenir modiste. Elle débute sa carrière en 1933 sous le nom d'Alix Barton, en partenariat avec Julie Barton. Les deux femmes se séparent l'année suivante et l'atelier prend le nom d'Alix Couture. En 1935, Germaine Krebs réalise les costumes de la pièce de Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu. À cette occasion, elle crée sa maison de couture sous le nom de Madame Gray, au faubourg Saint-Honoré. Son style est caractérisé par les drapés et les lignes pures. 2 ans plus tard, elle obtient le premier prix de haute couture à l'exposition universelle. Au début de la Seconde Guerre mondiale, elle est obligée de fuir le pays. Quand elle revient en 1942, sa boutique a été vendue et elle est obligée de changer de nom. Elle fonde une nouvelle entreprise sous le nom de Gray, rue de la Paix. Contrairement à Coco Chanel, Madame Gray ne portait jamais ses créations. Elle cède la maison de couture en 1984 à l'homme d'affaires Bernard Tapie. Numéro 2. Dernière demeure du musicien Jean-Paul Martini. Johann Paul Agidius Martin exerce comme organiste dès l'âge de 16 ans.
Il entame des études de philosophie avant de les abandonner au profit de la musique. En 1760, il s'installe à Nancy, où il se fait appeler Martini il Tedesco, soit Martin l'Allemand. Sa carrière prend un tour décisif après son aménagement à Paris, où il compose surtout des opéras et des marches militaires. En 1788, Jean-Paul Martini est nommé surintendant de la musique du roi et responsable de la musique religieuse. Il perd ses fonctions lors de la Révolution française et se réfugie à Lyon. En 1796, il retrouve un poste au Conservatoire de musique, mais ses opéras connaissent peu de succès. Il est donc renvoyé en 1802. Il se consacre alors à la musique religieuse. À la Restauration, bien qu'âgé de 70 ans, Louis XVIII le réintègre comme surintendant de la musique du roi. Il compose un requiem à la mémoire de Louis XVI, qui est joué à Saint-Denis 3 semaines avant son propre décès. Numéro 3. Emplacement de la maison de haute couture Paquin en 1891. À son apogée, elle comptait près de 2700 employés avant de fermer définitivement ses portes en 1956 pour cause de grandes difficultés financières. L'immeuble fut construit par l'architecte Paul Ménard et le sculpteur Rouillère en 1854. Numéro 4. L'immeuble fut construit par l'architecte Pierre Manguin vers 1860. Les voluptueuses cariatides sont l'œuvre du sculpteur Aimé Jules Dalou. Dans une biographie sur l'artiste écrite par Maurice Dreyfus, on apprend que ce dernier détestait cette œuvre de jeunesse. Je cite. « Il ne passait plus jamais rue de la Paix, par crainte de revoir ses 2 enfants de sa prime jeunesse. Jamais il n'en soufflait mot à personne. Ses élèves n'en soupçonnaient point l'existence. Un jour, pourtant, rentrant à l'atelier, il raconta comme un accident désagréable que par la maladresse innocente d'un cocher, il s'était trouvé en face d'eux. Ce n'est pas bon, c'est même trop mauvais. Numéro 5. Emplacement du parc Yacht Paris Vendôme, hôtel 5 étoiles. Il propose 153 chambres, dont 43 suites élégantes et contemporaines, réalisées par l'architecte Ed Tuttle. L'établissement propose des prestations haut de gamme pour se relaxer à tout moment de la journée, comme un spa, des massages, une salle de fit, le salon de coiffure de John Nollet ou les offres manicures de Cure Bazar. L'hôtel doit surtout sa réputation à ses restaurants dans Le Pur, récompensés pour ses gastronomies françaises réputées dans le monde entier. En entrant dans le restaurant, les clients évoluent le long d'une cave de 6 mètres composée de grands crus. Le restaurant s'ouvre en une vaste rotonde péristyle. Sa spectaculaire cuisine ouverte permet aux convives de suivre les différentes étapes de préparation des mets. Reste à savourer l'une des spécialités du chef, dans une ambiance feutrée, entourée de dessins à l'encre de Chine sur parchemin, signé Wiswanadan. Le gourmet peut également se tourner vers le restaurant Les Orchidées, combinant espace ouvert et colonnade. Cette salle réservée au petit déjeuner et déjeuner s'inscrit sous une large verrière mettant en valeur des jardins à demi suspendus, d'où jaillissent des dizaines d'orchidées immaculées. Sur le mur du fond, on peut admirer un tableau de Sideo Fromboluti. Numéro 6. Emplacement de l'orfèvrerie-joaillerie de la famille Aucoq à partir de 1821. L'orfèvre Louis Aucoq y travaillait avec son père et son frère André. La boutique fut protégée par la maison du roi Louis-Philippe, la maison d'Orléans, Napoléon III et l'impératrice Eugénie. René Lalique et Henri Weber seront apprentis chez les Aucoq. La boutique est vendue en 1932. Elle fut mentionnée dans le premier chapitre de La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils, publié en 1848. Numéro 7. Charles Frederick Worth fut apprenti chez 2 marchands de textiles à Londres. Il y acquiert une connaissance approfondie des tissus et des besoins des couturiers. Worth s'installe à Paris en 1845 où il trouve du travail chez Gagelin. Il y ouvre une division couture afin d'y présenter son travail. Ces modèles sont exposés aux expositions universelles de Londres en 1851 et de Paris en 1855. Grâce aux récompenses obtenues, il fonde sa propre firme en 1858, rue de la Paix. Worth invente le concept de la maison de couture, c'est-à-dire créer des modèles inédits selon son inspiration, mettant à valeur son sens artistique. Le couturier devient un artiste et plus un artisan. Un artisan réalise la commande de ses clients.
Worth crée un exemplaire unique de chaque modèle qui présente dans des salons luxueux. La cliente a juste le droit de choisir la couleur et le type de tissu. Le couturier est célèbre pour avoir remplacé la crinoline par la tournure. Il organise des défilés de mode et met en scène ses créations. Il accepte des copies de ses robes par les grands magasins. Il est également l'inventeur du concept de mode de saison, soit une collection printemps-été et une collection automne-hiver. À la mort du créateur en 1895, ses fils Gaston Lucien et Jean-Philippe reprennent l'entreprise. Cette dernière ferme en 1956. Numéro 9. Emplacement de la joaillerie Mellerio. La dynastie Mellerio, dont l'origine remonte au règne de Louis XIII, est la plus ancienne du quartier. Dès 1613, François Mellerio quitte la rue du Coq-Saint-Honoré pour la rue de la Paix. Les créations de cette maison recouvrent l'éventail varié des bijoux, pièces d'orfèvrerie religieuse, trophées, médailles, éventails et épées d'académiciens. Les archives de la famille conservent un acte signé par la reine Marie-Amélie, épouse de Louis-Philippe, qui autorise le sœur Mellerio à prendre le titre de bijoutier de la reine des Français et à en faire placer l'inscription au devant de sa maison. Numéro 11-13. Emplacement de la joaillerie Cartier. En 1899 au numéro 13, puis au numéro 11 en 1912. En 1847, Louis-François Cartier reprend l'atelier de bijouterie de son maître Adolphe Picard, rue Montorgueil. Son fils, Louis-Joseph, développe l'horlogerie. La direction est reprise en 1874 par Alfred Cartier, le fils de Louis-Joseph. En 1899, il implante l'entreprise rue de la Paix. Rapidement, elle acquiert une dimension internationale. Chose rare pour l'époque, l'entreprise possédait son propre studio de création, lui permettant de se différencier avec des pièces maison. La marque est surtout connue pour ses bijoux exceptionnels et ses montres. Cartier impose le platine dès 1900. Les montres goussées sont peu pratiques en avion. Louis Cartier invente en 1904 pour son ami l'aviateur brésilien Alberto Santos Dumont une montre pouvant être portée au poignet avec un bracelet de cuir, commercialisé en 1911. La participation de Cartier à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris, au pavillon de l'élégance en 1925, est remarquée. En 1955, l'entreprise réalise l'épée d'académicien de Jean Cocteau pour son entrée à l'Académie française d'après son propre dessin. Bien que ses consoeurs soient partis pour la place Vendôme, elle maintient la rue de la Paix au premier rang du luxe parisien. Numéro 13. Emplacement de l'hôtel Westminster Paris. Cet hôtel 4 étoiles a ouvert ses portes en 1905. Il s'étend sur 6 étages et fut entièrement rénové en 2012. Derrière la façade haussmannienne se cache un intérieur cosy et raffiné. Le restaurant, le Céladon, est décoré dans un style Régence. Le visiteur pourra aussi se détendre au Ducks Bar, dans l'un des fauteuils club en cuir, autour d'un cocktail ou d'un club sandwich. Numéro 14. Immeuble construit en 1907 pour la joaillerie Weber. Pierre-Paul Weber crée l'entreprise en 1821 à Metz. Son fils, Ernest, reprend l'entreprise en 1848. En 1861, il obtient la plus haute récompense lors de l'exposition internationale organisée à Metz. La réputation de Weber franchit les frontières. Après la défaite de la France contre la Prusse en 1870, la famille Weber déménage à Paris. Elle rachète le fonds du joaillier Beaugrand, rue de la Paix. En 1881, la joaillerie est reprise par les fils d'Ernest, Paul et Henri. Ils seront les défenseurs de l'Art nouveau. L'immeuble est reconstruit en 1907. Les rênes de l'entreprise sont confiées aux enfants de Paul. La joaillerie peine à s'adapter au courant art déco. Elle ferme ses portes en 1982 avant d'être relancée en 2021 par Camille et Damien Weber. Numéro 17. Très jeune, Marie-Antoine Carême travaille chez un cabaretier comme garçon de cuisine. Ses aptitudes sont rapidement remarquées et à l'âge de 13 ans, il entre comme apprenti chez le pâtissier Sylvain Bailly. En 1803, il ouvre une confiserie-pâtisserie rue de la Paix. Il devient célèbre pour ses pièces montées, des constructions élaborées utilisées comme centre de table que Bailly expose dans la vitrine de sa pâtisserie.
Les gâteaux prennent la forme de temples, de pyramides et de ruines antiques. Carême invente des pièces faites de gros nougats et de grosses meringues à base d'amandes et de miel. À force d'études et de travail, il donne à l'art culinaire une grande renommée dans toutes les cours d'Europe. Surnommé le roi des chefs et le chef des rois, il est le premier à porter cette appellation de chef. Il travaillera pour de nombreuses personnalités. Carême meurt à l'âge de 49 ans. Numéro 19. Emplacement de la boutique du joaillier Gustave Beaugrand, protecteur de la comédienne Marie Delaporte et fournisseur de Napoléon III. Emplacement aussi de la parfumerie de luxe Grenouville. En 1879, le parfumeur Paul Grenouille modifie son nom de famille en Grenouville lors de la création de sa boutique rue Rodier à Paris. L'entreprise est reprise par sa veuve Marie-Marthe Richard en 1900. 2 ans plus tard, la boutique déménage rue de la Paix jusqu'en 1971. En juin 1924, la maison Grenouville est vendue à la société Parfise. Numéro 21. En 1817, le musicien allemand Kaufmann, originaire de Dresde, fait entendre lors de soirées musicales ses inventions. Le bellónéon, le cordolodion, l'harmonicorde et l'automate trompette à double son. En 1924, l'immeuble devient la maison Doucet, spécialisée dans la vente de lingerie pour hommes et de frivolité pour dames. Puis en 1975, elle devient la maison de couture Jacques Doucet. Ce dernier a influencé la mode féminine en retroussant les vêtements au-dessus des chevilles. Numéro 23. Maison de mode de Caroline Robout. Dans les années 1860, ses créations attirent l'attention de la princesse de Metternich, puis de l'impératrice Eugénie. Après avoir débuté dans un appartement rue Louis-le-Grand en 1865, elle ouvre un magasin rue de la Paix où elle travaille jusqu'à sa mort en 1927. Ses créations mêlent la dentelle, le velours aux fleurs de tissu et aux fruits. Inventant des modèles uniques comme les chapeaux Marlborough ou les toquets Vigée-Lebrun, elle a aussi lancé la vogue des voilettes de couleur. Surnommée pendant plus de 50 ans la reine des modistes, elle a lancé le chapeau-cloche dans les années 1920. Numéro 24. Emplacement de la maison de maroquinerie Offenthal de 1935 à 1995. En 1895, Jonas Offenthal, originaire de Varsovie, immigre à Paris avec sa femme Ita et ses 6 enfants afin de fuir les pogroms qui s'intensifient dans l'Empire russe. Il ouvre sa première boutique rue des Francs-Bourgeois. Initialement présentée sous le nom de Jonas Offenthal, la fabrique de maroquinerie devient J. Offenthal et Fils avec l'arrivée de ses 4 enfants dans la société. Pendant les années folles, leurs sacs sont employés en guise d'accessoires dans des pièces de théâtre. À partir de 1927, Offenthal se lance aussi dans la parfumerie et les cosmétiques. Après la Seconde Guerre mondiale, la gestion de l'entreprise est reprise par Lucienne et Suzanne Offenthal. Bien que leurs ateliers et boutiques aient été détruits, pillés ou spoliés, sans compter les membres de leur famille morts dans les camps de concentration, les 2 femmes réussissent à redonner vie à la marque. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo de balade parisienne. Si la visite vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour de nouvelles découvertes et en attendant, passez une agréable journée.